tout ce qu'a réussi à faire cette génération, c'est à foutre les finances publiques en l'air, joli, à foutre le système bancaire en l'air, joli, à mettre tous les talents, les principaux talents de la société au service de la finance et non pas de l'économie réelle. Bravo, ça c'est très joli. À mettre en danger la construction européenne, parce que ce qui se passe est quand même extrêmement inquiétant. Joli les amis. Et maintenant, ils sont en train de jouer avec la monnaie, puisque ça les démange bien d'essayer d'avoir la BCE qui va imprimer à tir larigot. Je pense qu'en effet, cette génération-là, cette idéologie-là, aura réussi à nous renvoyer la préhistoire économique en une vingtaine d'années, ce qui restera quand même un exploit dans les annales. Mi-janvier, Olivier, vous avez retweeté un article de Zero Age consacré à une analyse d'Albert Edwards. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Albert Edwards, c'est un stratégiste de la Société Générale, extrêmement brillant, extrêmement drôle, mais qui est aussi ce qu'on appelle un permabère, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt négatif, consubstantiellement à l'égard des marchés. Et il le confirme encore. Edwards remarque que les marchés américains ont besoin de cycles de 4 à 6 récessions pour exprimer tout leur potentiel baissier. Et il le démontre graphique à l'appui. La courbe que vous voyez apparaître est celle du S&P Composite retraité de l'inflation. Et que voit-on? Au début du XXe siècle, il a fallu près de 19 ans pour que le marché recule de 75% en l'espace de 6 récessions. Le cycle suivant sera d'une durée analogue pour une baisse de 65% en 4 récessions. Le grand cycle baissier des années 60 et 70 sera plus bref, seulement 16 ans, pour une baisse de 62%. Et donc, nous serions engagés dans un cycle qui a commencé depuis le début des années 2000. Et selon Edwards, nous avons encore du chemin à parcourir avant d'en finir avec ce cycle baissier, puisque nous n'aurions eu que 2 grosses récessions jusqu'à présent aux États-Unis. À cette première courbe, Edwards en rajoute une autre, c'est le PE de Shiller, c'est-à-dire un ratio court-bénéfice retraité du cycle, ce qui permet d'avoir une vision plus juste du prix du marché. En mars 2009, c'est-à-dire au précédent point bas du marché américain, nous avions touché en termes de PE de Shiller un plancher à 13,3. C'est bien trop haut selon Edwards pour espérer que le cycle de baisse soit achevé. Selon le stratégiste de la Société Générale, le point bas est atteint quand les actions, généralement, le graphique le démontre, ne se paient plus que 7 fois les bénéfices. C'est une moyenne. Bref, à l'en croire, le S&P 500 pourrait tomber à 550 points pour atteindre justement ces 7 fois les bénéfices, soit une baisse de 70%. Alors, vous l'avez retweeté, Olivier, cet article. Est-ce que ce scénario d'une baisse de 70% du S&P ne vous paraît pas tiré par les cheveux? Pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi pas? Pas forcément d'ailleurs pour ces raisons statistiques de il faut entre 4 et 6 récessions pour achever un cycle, parce que pour la bonne et simple raison que je crois qu'on n'est pas dans un cycle normal ou comparable à ce qu'on a eu dans les années précédentes. C'est là que vous différez d'Edwards. Voilà, malheureusement, je pense que fondamentalement, on est dans une situation qui est malheureusement bien pire, parce qu'on est plutôt dans un changement de modèle où on voit des limites qui ont été atteintes sur le système monétaire, sur le système bancaire, sur pas mal de choses. Et donc, je pense qu'on est plutôt à la veille d'un gros bouleversement et d'un gros changement sur ces systèmes, et que c'est ça qui peut provoquer un effondrement des marchés. Alors, est-ce que c'est 550, comme le dit Albert Edwards? Est-ce que ça sera plus bas? Peut-être, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça me paraît pas totalement aberrant, et en plus appuyé par des études statistiques qui sont intéressantes. Donc pourquoi pas 550. Mais on n'est pas dans un cycle normal, c'est ce que vous dites. Mais on n'est pas dans un cycle normal, on est vraiment dans un changement total de paradigme mondial. Il y a
aujourd'hui, il y a plein de choses qui paraissaient aux yeux de tout le monde, ou quasiment tout le monde, évidentes il y a encore un an, et qui ne le sont plus et qui le sont de moins en moins. Et je pense qu'il va falloir vivre avec ça, il va falloir vivre avec les conséquences de ce qui s'est passé et la manière dont les autorités économiques ont traité ces problèmes, qui est une manière aberrante, qui est une manière unique, c'est-à-dire que c'est ce que vous dites. Il y a des choses. Vous dites que là, on a joué les apprentis sorciers, mais j'en reviens à votre scénario, parce que on sait bien que vous êtes assez critique sur la manière dont les banquiers centraux interviennent, mais dans le scénario que vous avez élaboré en début d'année, vous avez dit, dès que les marchés atteindront certains niveaux de stress, les banquiers centraux interviendront à nouveau, et là, ça sera finalement... le rebond du chat mort. Le rebond du chat mort, comme vous l'avez dit, avant la grande dégelée. Oui, parce que si vous voulez, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Enfin, force est de constater que j'avais donné quasiment les bons niveaux sur tous les indices d'intervention des banques centrales. On sait que la Banque du Japon devient chatouilleuse en dessous de 17 000 sur le Nikkei. On sait que la Fed américaine deviendra chatouilleuse en dessous de 1800 sur le Standard & Poor's. On sait que M. Draghi devient extrêmement chatouilleux en dessous de 4002, 4100 sur le CAC, 9002 sur le DAX, enfin dans ces eaux-là, si vous voulez, il devient extrêmement chatouilleux. Ils le sont devenus, ils ont sorti tous des déclarations. Alors, ils n'ont pas entièrement satisfait les marchés parce qu'ils n'ont pas donné l'argent que les marchés attendaient. Ce sont des déclarations de principe d'intervention. Voilà. Alors aujourd'hui, les marchés attendaient de l'argent parce que c'est avec ça qu'il fait son business. C'est pas avec des belles promesses. Donc il attendait de l'argent, le marché. Alors il a salué le discours, mais il n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Et je pense que les marchés vont rechuter sur leur plus bas. Que là, vous aurez des interventions massive, alors 10 mars ou pas 10 mars, il a annoncé quelque chose pour le 10 mars, Draghi, il le fera avant si besoin est. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que là, on est allé, moi je trouve ahurissant la déclaration de M. Draghi, que ce type se permette de dire une aussi grosse bêtise que le QE n'a pas de limite. Monsieur Einstein disait que seule la bêtise n'avait pas de limite, et l'univers. Et encore, l'univers, il n'en était pas très sûr. Là, c'est une aberration. Enfin, je veux dire, comment peut-on prononcer ça, sachant qu'on ne sait pas sortir de ces programmes de quantitative easing et qu'on sait que c'est destructeur sur la monnaie. Donc, c'est une idiotie suprême. Alors, justement, je reviens à ça. On a en effet eu toute une série de déclarations. On a eu le patron de la Banque du Japon qui a même dit que les taux d'intérêt allaient être négatifs, évidemment, pour stimuler la consommation. Est-ce que, toutefois, votre crainte sur la monnaie, elle ne doit pas être tempérée? Alors, je comprends parfaitement votre analyse. Vous dites, oui, on a un stock de dette qui ne cesse de croître. Cette monnaie, on a de la création monétaire à tout va. Tout ça milite pour une dépréciation de la devise. Sauf que on a des banques centrales qui jouent le même jeu de tous les côtés. Donc, oui, non, mais attendez, à des niveaux différents. Heureusement, nous ne sommes pas au niveau des Japonais, pas encore. Mais quand vous voyez l'état du Japon, enfin, c'est juste ahurissant ce qui se passe. Ça fait 20 ans qu'ils nous font QE sur QE. Ça fait 20 ans qu'ils ont un déficit budgétaire qui est entre 7 et 10% par an. Ça fait 20 ans qu'ils ont un PIB qui est à zéro. Enfin, on est quand même dans quelque chose qui est monumental. On a un pays qui vieillit, qui va perdre un tiers de sa population en 2050. On a un pays, là, maintenant, on vient de mettre des taux négatifs pour les dépôts. On a un pays où aujourd'hui les gens sont vieux, ne peuvent plus se refaire d'épargne et on va les taxer sur les yens qu'ils entreposent dans les banques. Enfin, je veux dire, il faut être un grand malade pour faire ça. Ou alors il faut vouloir détruire le Japon. C'est peut-être que son rêve caché à M. Kuroda. Mais je veux dire,
en quoi vous pensez que le type qui n'a plus que son épargne pour vivre et pour s'acheter à manger va se précipiter, sous prétexte qu'il y a des taux négatifs, va se précipiter pour aller acheter des denrées périssables? C'est idiot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il va retirer son argent de la banque et qu'il va le mettre sous son matelas. C'est tout. Mais si c'est une entreprise, elle va vendre ses yens pour aller acheter du dollar ou de l'euro, peu importe, pour ne pas être taxé. C'est ridicule. Donc on est dans une quelque chose impasse. Ça, on a bien compris, mais justement, comment on peut imaginer de sortir de cette impasse? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des territoires complètement inconnus. C'est vraiment terra incognita. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Mais aujourd'hui, Parce qu'on voit même qu'aux États-Unis, la Fed, et Mme Yellen en tête, commence à se dire peut-être que notre hausse des taux, notre mouvement de hausse des taux, il est déjà mort-né. Mais il est déjà mort-né, donc on sait ce qui va se passer. La prochaine étape, ça sera, et elle en a parlé ouvertement, la prochaine étape, ça sera taux négatif. Donc repartir à l'envers, taux négatif, et ça sera quantitative easing. Enfin, on le sait. Mais alors qu'est-ce que ça implique pour les épargnants finalement? Taux négatif, donc vous dites c'est finalement destructeur d'épargne. Pour un épargnant, qu'est-ce qu'il reste à faire dans ce contexte? Là, aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui est très mobile, qui est un peu joueur, il va jouer le scénario que je lui donne, c'est-à-dire nous allons aller, dans les semaines qui viennent, nous allons aller retester les plus bas, c'est-à-dire les 4000 sur le CAC 40. Là, vous aurez, et les 17 000 sur le Nikkei, vous aurez à ce moment-là un déclenchement de la réaction des banques centrales qui injecteront de la monnaie. Vous aurez très probablement, parce que les marchés n'attendent que ça, qu'on leur donne de l'argent pour aller faire mumus, vous aurez une réaction qui sera de 10, de 12, de 15%, je n'en sais rien, à la hausse. Mais ce qu'il faut... Mais on ne retournera pas dans un grand marché aussi. Non, ce dont il faut bien être conscient, c'est que dans tous les marchés, de toute façon, dans tous les bear markets, vous avez des réactions extrêmement violentes à la hausse. Donc là, vous aurez une réaction violente à la hausse qui ne vous remontera pas sur les plus hauts, parce que je pense que beaucoup quand même commencent à comprendre que sur les fondamentaux, c'est destructeur, et donc vous rentrerez dans un espèce de très grand bear market, où là, ça sera une directionnelle vers le bas. Alors, est-ce qu'on atteindra les niveaux dont parle Albert Edwards, qui sont de 550 sur le Standard & Poor's? Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le Standard & Poor's, c'est le seul indice, et pourtant il y a eu quand même des changements majeurs depuis 8 mois, c'est le seul indice qui est à 4-5% de ses plus hauts. Plus haut historique. Plus haut historique. Et donc aujourd'hui, il n'a pas joué la baisse du pétrole et ses conséquences, il n'a pas joué le ralentissement manufacturier chez eux, ils n'ont pas joué la Chine, ils n'ont pas joué le ralentissement au Japon, ils n'ont pas joué... Enfin, ils n'ont rien joué. Oui, ça c'est une anomalie. Ils n'ont rien joué, ils ont eu des résultats qui n'étaient pas formidables dans beaucoup de secteurs, etc. Et tout ça a été absorbé joyeusement par 4-5% de baisse, ce qui veut dire qu'il a un potentiel qui est énorme, parce que ne serait-ce qu'une récession, je vous rappelle que ça coûte 30% sur un marché. Une récession normale, un truc qui est la récession classique, c'est 30% sur un marché. Donc 30%, ça vous fait perdre 500 et quelques, entre 500 et 600 points aujourd'hui. Donc ça fait quand même un beau recul. Mais je pense qu'en effet, ça ne sera pas fini. Je reviens sur ce qu'on peut faire dans le cadre d'un tel scénario. Puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit les nuages s'accumuler. On avait soi-disant un alignement de planète favorable. Aujourd'hui, c'est plutôt un alignement des trous noirs, comme certains le disent. Est-ce que vous pensez que se tourner, par exemple, vers un actif comme l'or, parce que certains gérants en parlent en off, quand on leur demande vers quoi ils se tournent aujourd'hui, ils placent une partie de leur bille personnelle dans de l'or ou de l'argent, en tout cas des actifs réels. Oui, c'est une des possibilités, mais ça n'est pas la seule et ça ne doit pas être la seule. Aujourd'hui, que vous ayez dans un patrimoine diversifié un peu d'or, ne me paraît pas être une bêtise. Maintenant, regardez aussi ce qui s'est passé en 2008 sur l'or. L'or a servi de
petit porte-monnaie de réserve pour ceux qui étaient en train de se prendre des claques monumentales sur les différents marchés, que ce soit actions ou obligataires, qui avaient des appels de marge et qui les payaient avec leurs pièces d'or qu'ils avaient en stock. Donc, et l'or a baissé, alors il est remonté après, très bien, mais l'or a commencé par baisser. Donc, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Maintenant, que vous ayez un peu d'or physique dans votre patrimoine ne me paraît pas totalement idiot. Après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles il faut réfléchir. Vous avez dans un premier temps le marché obligataire des taux longs US. Excusez-moi, mais quand vous imaginez que vous êtes à 2% sur les taux à 10 ans américains et que vous êtes à 0,30 sur les taux allemands, il y a quand même quelque chose qui va pas. Si vous avez une récession aux États-Unis et si vous avez une chute des marchés, vous serez assez confortable sur les taux à 10 ans américains. Alors je vous dis pas pour les 20 ans qui viennent, hein, je vous dis simplement que ça me paraît pas être idiot et vous avez encore de la valeur à prendre. Parce que si vous allez passer de 2 à 1% de rendement sur les taux américains, vous allez prendre quelques pourcents hein, sur les obligations. Donc, il faut diversifier et en tout cas faire très attention aux actions. Il faut diversifier, il faut faire très attention aux actions, il faut faire très attention aux devises parce que dans quelques mois, on va quand même reparler de certaines choses sur l'euro qui pour l'instant ont été mises sous le tapis, comme la Grèce, comme l'Espagne avec la Catalogne, comme l'Italie avec ses banques qui sont toutes en faillite, enfin je veux dire, il y a un certain nombre aujourd'hui de choses qui concernent l'euro. Il y a le Brexit qui va arriver en juin. On va reparler forcément de l'euro et de la survie de l'euro dans les 3-4 mois qui viennent. Donc il faut faire extrêmement attention aux devises. Moi je pense qu'à la fin des fins, on va avoir des changements profonds de système monétaire, de système bancaire, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même une limite. Enfin, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et faire sans arrêt payer la note par les populations. Donc, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont devoir être remises à plat sur la table et qu'on va avoir des changements majeurs de système. Now, I'm going to talk about global gold production. And so here's the data on global gold production. And this is 20 years worth of data going back to 1995. We've got global gold production for 2015 now. So this is annual data. And so back in 95, there was about 2,400 tons of gold produced globally. And it went up to 3,100 tons. But what I want to talk about more than the production is production versus demand. And what you see here is demand is exceeding production. It meets or exceeds for the past 3 years. Demand is higher than production. But wait a minute. This demand is for just 4 countries, China, India, Russia, and Turkey. Those 4 countries alone are taking more than all the world's production of gold, and the price has been falling. So where does this excess gold? I mean, in 2013, those countries took 110% of global production, and in 2015, they took about 120% of global production. Where does all that excess gold come from if we're not digging it up out of the ground? It's coming from the people that are selling in the West. So it's going from investors that aren't being too bright right now, and they're selling, probably at a loss, and smart investors in Asia and the central banks in these countries are buying. And here's the gold price. And what's interesting about this is it doesn't matter whether the price is going up or going down, they buy. And when the price goes down, they buy even more than when it's going up. And so this is something that can't possibly last. You can't have just 4 countries on the planet taking more than all global production, and that goes on forever, and the price continues to fall. The price has to turn around sometime soon. This is another reason that I'm thinking that the price minimum is probably in and that we're going to go up from here.
But like I said, I could be wrong. Now, I want to talk about, there's something that I refer to a lot called the price discovery mechanism. Price is supposed to put supply, this line, and demand, this line, in equilibrium. When demand rises, price goes up, and that encourages a lot more people to produce the thing that's in demand. And once that production comes to market, the supply rises, so the price falls because there's now more supply than demand, and so on. And so what I want to talk about here is, if you look at the price line here, if you could go back to 1988, you would see that gold was up at around $500 an ounce in 1988. And by 1993, it had fallen to $330 an ounce. And then before the end of 1993, the same year, it was early in 1993 that it hit $330, and then it rose to $380, and then it continued on up to $400 an ounce by 1996. Well, gold is one of these items that you can't just make instantly. When the price rises, in order to fulfill demand, when demand rises, in order to fulfill that, the price rises, that encourages a whole bunch of people to go out and do prospecting. And when they find a claim, it is most likely somewhere way out in the wilderness. And there's no roads, there's no water, and there's no power, and you got to have those things to be able to bring that gold to market, to mine it. And so there's many years from discovery to production, and if that mine is in the United States, you got to add 2 or 3 more years for EPA studies and licensing and permitting and all of that stuff. So when the price rose in 1983 up to $380, it caused a bunch of people to go out and do some prospecting and stuff. And what you see here is this rise in production from 1995 to 2001. But then in 1996, the price started falling. So companies continue producing while the price is falling, but they're producing into lower and lower prices, and after a while they're selling below mining costs. And so now they've either got to mothball their mines, they've got to sell them off to a larger company that will buy them, or they just, and all of the new prospecting stops when the price is so low, and that eventually causes production to fall. So this production falling here from 2001 to 2008 is a result of the price falling from 1996 to 2001. So there's this delay. And what's important about that, then the price rose, so people go out prospecting, but it takes them years to get that online again, like I said, and then production increases because there's increase in demand that caused the increase in price. Now, the price peaked back in 2011. It has been falling for 4 years. So the whole point here, this is rolling over. It'll probably continue down, and they were probably at a bottom, and the price is probably going to take off. But production is probably going to fall through 2016, 2017, 2018. Probably won't turn around until 2019, 2020. Meanwhile, we've got this global economic crisis and people rushing into the safe haven, and just 4 countries on the planet taking more than all global production. 4 countries. And so the price has to rise. It has to rise spectacularly, by a spectacular amount, in order to turn this around and for the coming supply to meet future demand. Because right now, the supply, this lag time, this supply is going to fall. We've got, if you go back to 1995 here, these 4 countries only took 5% of global production, leaving 95% for the rest of the world. Today they take 110, 120% of global production, consuming gold from the rest of the world. And the rest of the world is about to flood into gold, and that is the point of this whole update, is that I believe that we've seen the bottom. If it does drop any further, if it goes below 1,000, there's going to be a bazillion buyers coming in, huge institutional buyers. You will not see physical available for below that price, I don't believe. Futures contracts possibly.
but more than likely, the bottom is in, and we're going to be going up from here. Donc, premièrement, après 17 ans d'assouplissement quantitatif et de méthodes absolument sans aucun succès du côté de la banque japonaise, eh bien là, on est tombé dans les taux négatifs, un peu comme on a vu avec la banque suisse. Et on va voir bien sûr le résultat de ça. Soyez conscients que ça ne s'est jamais produit dans l'économie actuelle, dans le monde actuel, qu'on a vu des banques centrales aller vers des taux négatifs. C'est absolument aberrant, c'est n'importe quoi. Et là, on a le Japon qui s'en va dans cette direction-là aussi. Et soyez conscients qu'on sait ce qu'on va voir apparaître. Donc, des assouplissements quantitatifs. Pardon. Ensuite de ça, des taux d'intérêt négatifs. On lance absolument tout l'arsenal qui est possible du côté des banques centrales pour essayer de sauver, de continuer de faire croire que l'économie va bien. Et vous allez voir dans quelques minutes, on va faire une analyse de charte ensemble et vous allez voir que c'est la catastrophe actuellement sur l'économie, autant aux États-Unis ailleurs, malgré que les Américains veulent bien nous faire comprendre le contraire. Et comment on aime hein, Janet Yellen, qui avec sa petite augmentation de 0,25% a créé une correction de marché d'environ 150 points sur le S&P 500, en plus de toutes les déroutes qu'on est en train de voir dans les différentes valeurs bancaires, que ce soit en Grèce, en Italie, on l'a vu en Europe aujourd'hui où les marchés ont corrigé sévèrement, particulièrement dans le secteur bancaire et ailleurs. On va le voir ensemble. Donc, la Chine qui, dans le courant des derniers jours, hein, a imprimé plus de, soyez bien assis, 1500 milliards de yuan qui ont été injectés dans le marché pour le maintenir artificiellement en vie, pour l'empêcher de corriger à la baisse. Donc, un autre système d'assouplissement quantitatif qu'on est en train de voir. On a la Banque centrale européenne avec votre ami et mon ami, M. Mario Draghi, qui est sorti, malgré l'impression de 65 milliards actuellement depuis plusieurs mois déjà, qui est sorti dans les médias en disant « on va être encore plus agressif parce qu'on n'atteint pas nos cibles d'inflation. » Donc, attendez-vous en mars à avoir encore une fois un déferlement de promesses au niveau des banques centrales, particulièrement du côté de l'Europe. Et c'est ce qui va encore une fois, là, dans les semaines à venir, créer la dévaluation de l'euro face au dollar américain. Je vais en parler, j'en ai déjà parlé. Et là, il s'agit que pendant quelques jours, les gens voient les chartes dans le sens opposé, puis là, ils se disent, bon, ça y est, regardez, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez voir chaque chose en son temps, et on va l'analyser dans quelques minutes. Donc, une autre nouvelle qui a attiré mon attention, qui a poussé justement le euro à la hausse dans le courant des derniers jours, c'est l'Iran, qui a déterminé là, que ses prochaines productions de pétrole, qui vont être probablement disponibles sur le marché vers le mois de mars, ils veulent être payés en euros aussi et refusent d'être payés en dollars américains. Et vous le savez, hein, les derniers pays qui avaient tenté de faire ça, on se souvient de la Libye avec notre ami Kadhafi, on se souvient aussi de notre ami Saddam Hussein en Irak. Eh bien, ces deux gens-là, hein, comme par hasard, ont été assassinés, disparus et leur pays a été en guerre. Donc, vous imaginez ce qui risque de se produire avec l'Iran. Les Américains qui vont probablement se trouver une bonne raison pour pouvoir partir la guerre en Iran. D'ailleurs, c'est déjà débuté avec tous les discours qu'il y a eu hein, depuis les dernières années face à l'Iran et sa supposée menace nucléaire. Donc, on se prépare encore une fois à énormément de volatilité du côté géopolitique. Pour l'instant, on voit encore le pétrole qui continue de descendre, mais les cibles baissières n'ont toujours pas été atteintes et on va les voir dans quelques instants. Les deux autres points à surveiller attentivement, où on a eu beaucoup de médias qui ont sorti dans le courant des derniers jours, et non seulement c'est en Europe, mais c'est aussi au Canada et le Québec là, qui veut devenir précurseur et débuter avec tout ça avant tout le monde. Vous le savez, le Québec est une province très socialiste à comparer du reste du Canada. D'ailleurs, hein, c'est la raison pourquoi le Québec est si endetté. Ils ont tellement de programmes sociaux qu'ils ne peuvent pas se permettre. Les dépenses explosent versus les revenus. Et là, on veut établir, bien entendu, vous savez de quoi je vais parler, le revenu de base, qui lui, encore une fois, est un assouplissement quantitatif. Il y a quelqu'un qui m'avait passé le message lors de la dernière formation de Bruxelles, le QEP, l'assouplissement quantitatif personnel, où là, j'en avais déjà parlé dans les vidéos du mois de décembre, si ma mémoire est bonne, où les gouvernements vont vous vendre l'idée, bien entendu, de vous donner un revenu de base. Et qu'est-ce que c'est? Ça achète des votes, ça réconforte les moutons.
Et bien entendu, ceux qui sont les plus paresseux et ainsi de suite vont être très heureux d'apprendre que le gouvernement va vous rembourser de l'argent qui vous vole. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et encore une fois, vous connaissez déjà ma position par rapport à ça. Maintenant, Vic, je ne sais pas ce qui se passe avec Vic. Il m'avait mentionné qu'il était pour éditer la vidéoconférence et ça n'a pas été fait encore. Je n'ai pas eu de contact avec lui. Donc, je vais prendre contact avec Vic, voir ce qu'il en est là, de la vidéoconférence. Peut-être que ça n'a pas tourné aussi bien au niveau visuel que ce qu'on pensait. Je n'ai pas eu de nouvelles de Vic là, dans le courant des derniers jours, donc j'ai aucune idée. Je vais surveiller ça avec lui. Vous allez avoir une belle vidéo concernant nos investissements avec Richard Quedel. On va parler encore une fois de la forêt, de l'agriculture dans le courant des prochains jours. Et on m'a posé la question concernant l'endettement. Est-ce que c'est une bonne période actuellement pour s'endetter, pour faire l'achat d'un bien immobilier ou même pour acheter des matières précieuses? On m'a posé la question à plusieurs occasions. Donc, au départ, soyez conscient que chaque individu et pas nécessairement dans la même catégorie d'âge, on n'a pas le même profil d'investisseur, ça peut être très relatif d'une personne à l'autre. Moi, ce qui m'importe ici, c'est encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui valorise le principe de s'endetter, point à la ligne. Lorsque je peux me permettre d'acheter quelque chose, je l'achète, mais la réalité, c'est que je ne m'endette pas dans le futur, dans le but, évidemment, de vouloir profiter de quelque chose qui risque de faire des profits dans le futur, parce que c'est une question de risque, on le sait, mais au-delà de ça, c'est que votre emploi est probablement très précaire dans le contexte économique actuel. Et ça, c'est la vraie question, parce qu'au-delà d'avoir un taux d'intérêt très faible et de vouloir acheter quelque chose qui risque de prendre de la valeur, si votre capacité à rembourser ce prêt-là vous met dans une situation critique, et qu'on s'en va vers un défaut de paiement, voire une faillite, bien, vous comprenez que personne n'y a gagné au change. Donc, assurez-vous d'abord et avant tout de bien quantifier si votre emploi est précaire ou non. Et parce que vous avez déterminé que votre emploi était probablement peu précaire, bien, soyez conscient qu'il est probablement plus précaire que ce que vous pouvez imaginer. Okay? Dans le contexte économique actuel. Donc, c'était mon point là, concernant l'endettement. Ce n'est pas du tout quelque chose que je préconise. Je préconise surtout pour les gens qui ont déjà du patrimoine à investir, mais ne vous endettez pas actuellement pour pouvoir acheter de la matière physique ou ainsi de suite. Je ne crois pas que ça soit la bonne manière de faire, parce qu'au-delà de ça, vous venez vous mettre de la pression financière sur les épaules, particulièrement si vous avez déjà des revenus limités. Donc, soyez conscient de ça. Vous devriez d'abord vous concentrer à déterminer des façons d'augmenter vos revenus, beaucoup plus que d'essayer de s'endetter avec de l'argent bancaire ou de vous endetter avec l'argent des autres pour essayer de subvenir à vos besoins à court terme. Ce n'est pas la bonne manière d'investir, c'est mon opinion, et vous en faites ce que vous en voulez, n'est-ce pas? Super. Donc, au-delà qu'on a vu, regardez bien, je vais vous montrer quelque chose ici au niveau du S&P 500 encore une fois. On va retourner quand même assez loin en arrière. Vous constatez, OK, que depuis plusieurs années, on avait notre mouvement haussier. Si vous vous souvenez, au mois de mai, juin environ, je vous avais annoncé de sortir du marché de la bourse. On atteignait un sommet. Pour l'instant, ça tient toujours. On est allé retester à quelques reprises. Vous constatez qu'on est demeuré plus bas que les sommets précédents. Donc, on est toujours en correction baissière. On a perdu énormément d'engagement. Au-delà de ça, rapidement, il y a déjà eu, évidemment, le numéro 2 de la Fed qui est sorti, donc le partenaire de travail à Janet Yellen qui est sorti pour assurer les marchés la semaine dernière. Ça a fait monter le marché de 25 points et le lendemain, on a corrigé. On appelle ça un pump and dump. Donc, vous avez des gens qui sortent dans les médias, des gens crédibles aux yeux de la masse, des gens de la Fed. Vous allez avoir des conseillers financiers, des hauts placés dans les banques, dans les corporations, dans les entreprises, qui vont sortir ouvertement dans les médias pour stimuler artificiellement le marché à la hausse. Et c'est ce qu'on a vu. Donc, on a eu une très belle poussée haussière, mais qui a été rapidement détruite. Donc, on appelle ça le pump and dump. Et là, vous voyez clairement qu'on faisait des sommets de plus en plus bas et on est en train de faire des bas de plus en plus bas aussi. Donc, on a un canal baissier qui est en train de se mettre en place, même dans le moyen terme ici, parce qu'on est quand même sur une période très longue sur le S&P 500. Et encore une fois, que vous regardiez le DAX, le CAC 40, ou que vous regardiez au niveau de la Suisse ou le Dow Jones aux États-Unis, vous allez constater là,
que chacune des chartes peut avoir certaines légères différences, mais grosso modo, on est en train de voir la même chose se produire partout dans le monde en ce moment. Donc, la tendance baissière se dessine, ce qui confirme ce qu'on avait mentionné, que c'était le temps de sortir du marché de la bourse. Mais là, moi, je m'attends à ce qu'on retourne dans les alentours de 2000 points dans le courant des jours, voire des semaines à venir, parce qu'on va travailler fort, encore une fois, du côté court terme. Je vais appeler ça court terme, là. Il y a des fortes chances qu'on retourne tester les 2000 points. On va sortir l'arsenal, encore une fois, que ce soit des assouplissements quantitatifs. On va sortir dans les médias pour essayer de stimuler davantage. Mais avec le mouvement qu'on a vu sur l'or et l'argent aujourd'hui, et de plus dans le courant des derniers jours, là, vous comprenez là, que l'effet des gens supposément crédibles commence à s'amenuiser parce que la crainte s'installe réellement dans le marché. Et tout ça va prendre une vitesse accélérée en temps et lieu. Mais je ne serais pas surpris qu'on ait encore une fois des mouvements haussiers parce qu'on va lancer tous les processus d'assouplissement quantitatif vont se poursuivre. Pour l'instant, de ce que je peux constater, on a bel et bien fait un sommet. Je ne suis pas en accord avec Martin Armstrong qui continue de croire qu'on va pousser encore plus haut dans les actifs actions. Ça ne fait pas partie de ma stratégie. Ce n'est pas ce que je peux voir de mon analyse. C'est très personnel à moi. Je crois qu'on a fait un plancher dans l'or et dans l'argent et je crois qu'on a fait un plafond au niveau du marché des actions. Et tout ça est en train de se confirmer au niveau des devises monétaires qu'on va voir, l'or et l'argent et le pétrole qui continue de descendre encore une fois. Et là, tous les yeux des différents traders sont tournés sur le pétrole parce que le pétrole et la charte du S&P sont copies conformes en ce moment. Donc, plus le pétrole descend, plus le S&P risque de descendre aussi. Et par le fait même, actuellement, on est en train de voir les obligations de pays qui augmentent. Et au-delà de ça, le dollar américain, l'euro, pardon, et vous avez toutes les autres devises qui dévissent par rapport à ça. Et on va le regarder immédiatement. Donc, avant de regarder, d'aller un petit peu plus loin, parce que je veux vous montrer là, ma charte de Bloomberg, puis je ne veux vraiment pas l'oublier, j'ose espérer, je n'oublierai pas. Regardez ce qu'on est en train de voir dans le courant de la dernière semaine sur l'euro versus le dollar américain. Donc, je vous avais mentionné, préparez-vous, l'euro qui veut retourner à 0,0 versus le dollar américain. Donc, on devrait arriver 1 pour 1, alors qu'actuellement, on est environ à 1 pour 11. On a eu un léger mouvement aussi du côté de l'euro. Encore une fois, tout ça a été possiblement relié avec l'effet de l'Iran qui veut se faire payer son pétrole. OK, première des choses. Deuxièmement, actuellement, là, il y a beaucoup d'investisseurs qui se retirent des entreprises dans le marché des actions et qui transfèrent leur prospérité en liquidité. Je vous l'ai déjà dit à maintes reprises. Je le sais qu'il y en a qui sont totalement en désaccord avec ça, mais ce qu'on est en train de voir au niveau des graphiques actuellement me donne raison, encore une fois, surveillez ça. Donc, on a une poussée haussière légère actuellement du côté de l'euro face au dollar américain. En ce qui me concerne, c'est passager. On va repartir à la baisse, particulièrement dans le courant des prochaines semaines avec les lancers de Mario Draghi. Vous allez voir le dollar américain qui va prendre de l'ampleur et vous allez avoir l'euro qui va descendre face au dollar américain. Du côté des Canadiens, parce qu'on n'est pas seul, hein, regardez, le dollar canadien qui est en train de se faire défoncer la gueule par rapport à l'euro. Donc, on est rendu à 1,56 pratiquement euros versus le dollar canadien. Donc, le dollar canadien qui est en train de perdre son pouvoir d'achat face à l'euro. C'est exactement la même chose qu'on est en train de voir du côté du dollar américain. Donc, du côté du dollar américain, on est en train de repartir à la hausse. Hein? Je vous l'ai dit et je le répète. Si vous êtes au Canada, préconisez avoir quand même des dollars américains parce que le dollar américain va continuer de monter. Je ne serais pas surpris d'ici la fin de l'année, vous allez me traiter de fou, mais je ne serais pas surpris qu'on va retrouver le dollar canadien à 50 sous pour le dollar américain alors qu'on est actuellement à 69, 70. Donc, on pourrait facilement perdre un énorme pourcentage, encore une fois, sur la valeur du dollar canadien face au dollar américain, ce qui va renforcer encore une fois la conviction des investisseurs d'aller dans le dollar américain, à moins que le dollar s'effondre. Mais soyez conscients que c'est la dernière des devises qui va s'effondrer. C'est les autres pays alentours qui sont en train d'en subir les conséquences, particulièrement les pays émergents et les pays de matières premières. Donc, le Canada, l'Australie,
la Russie aussi, ceux qui produisent le pétrole aussi. Donc, vous comprenez que tout ce qui est pays de commodité, c'est les premiers à en subir les conséquences. Et là, pour l'instant, vous avez l'euro qui prend de la force. Ça ne durera pas. Surveillez attentivement pour une dévaluation de l'euro face au dollar américain dans le courant des semaines à venir. Donc, une belle opportunité pour ceux qui n'avaient pas déjà saisi cette opportunité-là. Ne croyez pas un foutu mot de ce que je vous raconte. C'est tout simplement mon opinion ici. Vous en faites ce que vous en voulez. Je vous l'ai déjà dit. On va regarder rapidement qu'est-ce qui s'est produit du côté de l'or et de l'argent aussi, parce que je veux absolument couvrir ça avant la fin de la vidéo. Vous constatez là, que si je retourne très très loin en arrière, on est ici sur les produits dérivés, encore une fois, c'est écrit de toutes pièces, je vous l'ai déjà dit. Donc, sur le marché des contrats futurs de l'or, vous voyez clairement qu'on est sur une tendance baissière à long terme. Et là, on est allé retester un sommet important. On a ce qu'on appelle un hockey stick dans le marché de la bourse. Un mouvement très, 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 très accentué à la hausse, ce qui démontre énormément d'engagement du côté des acheteurs. On est retourné tester un sommet qu'on avait fortement défoncé ce matin. Et dans la dernière heure de séance de trading américain, on a eu une sévère correction haussière, sévère correction baissière du côté de l'or et de l'argent, sévère correction haussière du côté du marché du S&P. Donc, dans la dernière heure, il y a eu la même magique, il y a eu des informations, il y a quelqu'un qui a coulé une info quelque part et le marché est reparti à la hausse après avoir fait un mouvement baissier drastique aujourd'hui. On était à plus de 50 points de baisse à une certaine période sur le S&P 500 aujourd'hui et on a refermé avec seulement une perte de 23 points. Donc, vous allez le voir, je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc, ici, on a une porte de support, de résistance hyper importante. Vous constatez que si on traverse le dernier plafond, on va vouloir retourner tester le prochain plafond qui est ici, ce que j'avais déjà mentionné. Et vous voyez que c'est le haut de notre canal aussi ici. Donc, tout à fait normal qu'on ait une perte d'engagement ici. Les acheteurs sont essoufflés. Après avoir couru avec énormément d'énergie, un marathon, vous comprenez, qui commence à perdre de la vigueur, ce qui est tout à fait normal. On va avoir une correction baissière, un petit mouvement baissier qui va s'accentuer possiblement dans les prochains jours. Et à partir de là, ça va être important de surveiller l'engagement pour voir si on a l'engagement nécessaire pour défoncer le dernier plafond. Et si on défonce le dernier plafond, on débute court terme une tendance haussière. Donc, ce sera maintenant la fin de la tendance baissière. Donc, une très belle opportunité pour se garnir encore une fois dans les matières premières si ce n'est pas déjà fait pour la grande majorité d'entre vous. Donc, surveillez attentivement. Les prochaines semaines vont être très intéressantes. On s'attend à un repli. Si on a l'engagement avec du volume, à ce moment-là, on part à la hausse. On défonce le canal baissier et on défonce en plus notre résistance qui était du sommet précédent. Vous voyez la ligne blanche qui est ici, c'est le volume moyen des 200 derniers jours de trading dans l'or. Et regardez ce qu'on voit ici. L'or, on a eu facilement 4 à 5 fois plus de transactions aujourd'hui qu'on en a dans le quotidien. Et tout ça s'est développé, là, écoutez, depuis le début du mois. Là, vous le voyez peut-être pas super bien là, sur la charte. Je vais regarder ce que je vais faire. Okay. Regardez à partir de la dernière correction, 1, 2, 3, 4 journées négatives, alors que tout le reste a été positif et on est complètement sorti. On est vraiment dans un engagement fort et on a traversé la moyenne des 200 derniers jours, qui est une tendance très, très lourde à traverser. Et on a fait ça avec énormément d'engagement, avec du volume très, très, très fort. Donc, surveillez ça, un petit repli, on surveille pour la percée et à partir de là, vous pourriez avoir un beau point d'entrée pour la grande majorité des gens. C'est pas comme ça que je transige dans le scalping du trading, de ce que j'enseigne, mais bon, je ne peux pas vous donner tous nos trucs là, mais quand même surveillez attentivement parce que si on se relance encore une fois avec de l'engagement, il y a des fortes chances que ça soit parti une fois pour toutes du côté de l'or et de l'argent, alors qu'on a une forte tendance baissière qui peut se poursuivre. Soyez bien avisé de ça, très important. Quand je vous parle là, de la main magique, jetez un œil ici, là, voir qu'est-ce qui s'est produit. Vous voyez clairement qu'à partir de 2 heures, okay, on a commencé à avoir une correction importante. 3 heures, le marché qui a corrigé légèrement du côté baissier ici. Donc de 2 heures à 3 heures et de 3 heures à 4 heures. Vous le savez, le marché ferme à 4 heures, à 16 heures, partons, heure de New York.
Donc, déjà d'entrée de jeu à partir de 14 heures, mais particulièrement à partir de 15 heures jusqu'à 16 heures, le marché a corrigé sévèrement. Et regardez qu'est-ce qu'on a vu de l'autre côté sur le S&P 500. Donc, à partir de 3 heures, on avait eu 50 points de baisse et le marché qui très rapidement, donc il y a quelqu'un qui est intervenu dans les médias, où il y a quelque chose qui s'est produit très rapidement. Et à partir de là, on a seulement corrigé à moins 26 points de baisse aujourd'hui, alors que dans une certaine période de la journée, on avait même 50 points de baisse. Donc, des très belles journées volatiles, des très belles journées de trading, encore une fois, c'est le bonheur dans la communauté Money Maker Edge parce qu'on a énormément de directions. Il suffit de savoir bien quantifier son risque, déterminer notre instrument de travail et avec les règles établies et la méthode enseignée, on retire des profits du marché, particulièrement dans le contexte actuel. Je vous l'avais dit, 2016 va être une année fertile au niveau de la volatilité dans le marché et c'est ce qu'on est en mesure de constater pour l'instant. Donc, pardon, en terminant, au niveau des commodités, on va regarder rapidement là, au niveau de l'énergie. Donc, le WTI, qui est le prix du baril de pétrole américain, on a perdu 2,3% encore une fois aujourd'hui. Le Brent, qui lui aussi a perdu 2,7%. On est maintenant à 30 $ et 33 $ US le baril. Mes cibles sont à 27. Ensuite, si on défonce le 27, plus moyen long terme, on pourrait même voir le 22 $ le baril. On pourrait même aller à 18. On va commencer par le 27, mais on pourrait très bien aller à 18. Et plus le baril de pétrole va continuer de descendre, le marché va continuer de corriger à la baisse, malgré les lancers d'assouplissement quantitatif qui commencent à avoir de moins en moins d'effet. Donc, on augmente la dose, et malgré l'augmentation de la dose, l'héroïnomane ne ressent plus l'effet escompté. Et bien entendu qu'on s'en va vers l'overdose, la surdose. Vous avez compris le principe. C'est la meilleure image qu'on ne peut pas avoir. De l'autre côté, donc, au niveau du... Puis regardez bien ce qui se produit en plus de ça, quand on a évidemment l'effet des assouplissements quantitatifs. Si on se concentre uniquement à regarder les différents index du marché, le Dow Jones, le S&P 500, le CAC 40, le DAX en Allemagne, eh bien, vous comprenez qu'avec tous les assouplissements quantitatifs, les injections de liquidités dans le système bancaire, les banques, les sociétés d'investissement utilisent ça pour maintenir artificiellement les différents index à la hausse. Quand on commence à regarder fondamentalement ce qui se produit au niveau de l'économie réelle en arrière, on comprend au-delà des manipulations ce qu'on est en train de vivre dans le réel. Et là, je vais vous donner juste une petite, rapidement, une manière, si vous voulez, de rechercher un peu qu'est-ce que l'économie nous dit à travers les yeux des entreprises importantes. Et ici, je parle des États-Unis. Vous le savez, je suis Canadien, j'ai une proximité avec le marché américain, peut-être un peu plus que la grande majorité des Européens. Donc, j'ai fait une liste complète, par curiosité, des entreprises importantes que je veux surveiller. J'ai inclus dans ça quelques joueurs européens, mais la grande majorité sont américains. Caterpillar, vous la connaissez déjà, entreprise qui fabrique des énormes machines, des camions de transport pour le secteur minier et ainsi de suite. Boeing, les avions, Union Pacific Corp, qui est la plus grande entreprise de transport ferroviaire aux États-Unis, CSX, qui est la deuxième plus importante. Vous avez Airbus du côté français. Ensuite, j'ai l'index du S&P 500, le Dow Jones industriel, le Nasdaq. Je garde aussi mon euro. Maintenant, regardez bien les entreprises. On a le Nikkei au niveau de l'index, le Hong Kong, on a le Shenzhen, Siemens que j'ai mis en Allemagne, Walmart qui est dans la vente au détail, vous le savez, du côté américain, j'en ai déjà parlé. Et j'ai mis Walt Disney au niveau du entertainment. Okay? Et qu'est-ce que vous constatez dans chacune, sans exception, de tout ce que j'ai listé là? Oubliez le graphique qui démontre les 2 derniers jours de trading. On n'en a rien à foutre de ça. On n'a rien à foutre du pourcentage du niveau quotidien. Regardez ici ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire l'écart moyen des 52 dernières semaines. Okay? Donc, exemple, Caterpillar, dans le courant moyen, dans l'écart moyen des 52 dernières semaines, le plus bas que l'action de Caterpillar a été à 56,36 et le plus haut était à 89,62. Ça, c'est le range de 52 semaines passées.
Et là, j'ai fait le listing complet des entreprises hyper importantes. J'aurais même pu inclure le Baltic Dry Index, si vous voulez, hein, que vous reconnaissez aussi. Et là, je vous invite à jeter un œil sur ce qu'on voit. Donc, présentement, sur un range de 52 semaines précédentes, regardez où se trouve l'action de Caterpillar. Vous comprenez que le moyen serait la moyenne sans aucun rendement. Si on serait au niveau du rouge, au sommet à droite, c'est qu'on est au sommet ou très très près de la valeur marchande. Et quand on est en bas complètement, c'est que le marché est en train de corriger sévèrement pour le produit en conséquence, pour le produit en question. Donc, regardez à quel point on est en bas, Caterpillar, Boeing, Union Pacifique, et regardez le listing complet que je mets devant vos yeux. Tout est en bas. Le S&P, l'Eurostock, le DAX allemand, regardez le Nikkei, regardez le Hong Kong, regardez Shanghai, regardez en plus Siemens AG, que vous connaissez bien en Europe, les magasins Walmart, et vous avez même Walt Disney aussi. Donc, vous voyez clairement que une grande majorité des entreprises américaines n'ont pas de résultats positifs actuellement dans leurs revenus, dans leurs profits, les carnets de commandes. Et qu'est-ce qui est en train de se produire? La valeur marché de ces entreprises-là est en train de corriger sévèrement à la baisse. Et non seulement on corrige sévèrement, mais regardez à quel point on est dans les plus bas. On est pratiquement à l'extrême de la valeur la plus faible. Donc, ça vous donne vraiment là, le pouls de l'économie réelle aux États-Unis. Et je suis convaincu que si j'allais faire exactement la même démarche au niveau des entreprises européennes importantes, j'aurais exactement le même résultat. Donc, encore une fois, la leçon ici, ne vous laissez pas évidemment prendre au piège de votre conseiller financier qui vous dit que c'est le temps d'acheter. On est dans une période hyper à risque dans le marché financier actuellement. Vous voyez l'explosion de l'or et de l'argent. D'ailleurs, je voulais vous en parler concernant l'argent. Je vais terminer là-dessus. Désolé, j'avais complètement oublié l'idée parce que je veux absolument vous parler de l'argent. Comparativement à l'or, vous le savez, l'argent a aussi une valeur industrielle parce qu'elle est utilisée dans la grande majorité des nouvelles technologies au niveau, pour ses caractéristiques hein, de diffusion de chaleur, électricité, c'est aussi un super antibactérien et tout ce que vous voulez. Donc, elle a une valeur au niveau industriel. Ce qu'il y a d'absolument extraordinaire à constater actuellement, c'est qu'alors qu'on a toutes les commodités qui sont en train de corriger sévèrement à la baisse, dont le pétrole que vous avez vu encore aujourd'hui, eh bien, pour la première fois, on a l'argent qui est en train de devenir et être reconnu comme étant aussi une matière précieuse. Et là, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas défoncé la moyenne des 200 derniers jours moyens. Vous constatez qu'à toutes les fois qu'on l'a défoncé, on a corrigé sévèrement à la baisse pour refaire un nouveau plancher plus bas. Donc, il n'est pas dit que ça ne se produira pas à nouveau. Mais chose certaine, avec la poussée qu'on a eue sur l'or et la poussée qui a suivi du côté de l'argent dans le courant des dernières heures, on est en train non seulement de perdre la perception que la matière physique, argent, est une valeur industrielle, mais les investisseurs sont en train de le percevoir comme étant un investissement dans une situation de crise. C'est exactement ce qu'on prévoyait depuis déjà plusieurs mois, n'est-ce pas? Donc, surveillez ça attentivement, c'est très intéressant. Un très beau rebond du côté de l'argent aujourd'hui. Le prix, je m'en fous. L'idée en arrière de ça, c'est que ne perdez jamais de vue que la valeur perçue dirige le prix réel et non l'inverse. Donc, c'est la perception que les gens ont qui vont faire que le marché va aller à la hausse ou à la baisse. C'est comme ça que ça fonctionne dans le marché de la bourse. Donc c'est le contraire de ce que fait la Fed aujourd'hui. Donc on va parler un peu de Wall Street. À l'époque, en fait, vous nous rappelez que ce sont des Hollandais qui se sont installés là-bas, et que ça s'appelait New Amsterdam d'ailleurs. Oui. Et que, en réalité, Wall Street est construite aujourd'hui sur ce qui était un ancien marché aux esclaves. Bah, en fait, dans 777, il y a ce passage toujours dans Jean où il explique que la bête argent, donc le diable s'est installé sur une plage
hein, et qu'il a fait venir, il fait venir une bête à 7 têtes. Hein. Alors, je résume, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Dans 777, j'avais pas vu. J'ai dit tiens, c'est marrant, ça pourrait être la plage de Saint-Tropez. Et en fait, en travaillant sur le livre 666, parce que le passage, Jean est très précis. Il montre bien qu'on est mis en esclavage et qu'il y a un rapport à l'esclavage. Et ce que j'ai découvert, mais tout à fait par hasard, justement, c'est en travaillant sur le mur des vallons. Pourquoi dit-on Wall Street, hein, le Wall Street, hein, voilà. Eh bien, en fait, j'ai découvert que là où il y avait grosso modo les Twin Towers, hein, le centre, le World Trade Center, hein, grosso modo, en fait, initialement, c'était le marché aux esclaves, et que cet endroit comment dire, porte un champ symbolique très important, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on tourne cette vidéo, on est le 11 novembre, hein, c'est très important symboliquement. Et bien là, c'est toute la douleur de tous ces esclaves qui sont passés sur cette plage de Wall Street, justement, hein, de New York, hein, qui est toujours gravée là. Et Wall Street, c'est gavé là-dessus, c'est construit là-dessus. La racine de Wall Street, c'est l'esclavage. Donc, la mise en esclavage actuelle de l'ensemble de la population mondiale est tout à fait naturelle pour eux. Et ils s'en rendent même pas compte. C'est quand même incroyable. Et effectivement, ils avaient construit notamment un mur de séparation pour se séparer des autres populations des indigènes de l'époque. Oui. Et c'est pour ça que ça s'appelle Wall Street, parce que c'était la rue du mur. À la base, c'était un mur ethnique. Exactement comme aujourd'hui, il y a le mur qui sépare les Palestiniens. En Palestine, effectivement. Voilà, c'est un mur ethnique, précisons-le bien. C'est un mur ethnique. C'est vrai que, effectivement, c'est tout un symbole. Il y a plusieurs symboles, hein. Ça va même au-delà des symboles. Surtout si vous mettez les Twin Towers dessus. Mais ça c'est juste une parenthèse. Hein. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant d'ailleurs, le World Trade Center, le centre du commerce mondial, s'est effondré. Et c'est pas un signe, si vous voulez, ça annonce ce qui va se passer. Ça annonce ce qui va se passer. C'est ce que je montre dans le livre. Hein. Et donc c'est à cet endroit-là qu'a été créée ensuite la Fed, donc en 1913. Une fois que New York était redevenu anglais, est-ce que ça s'appelait New York et plus New Amsterdam. New York est devenue américaine surtout. Américaine, pardon. Et en 1913, en fait, la Fed décrète que la convertibilité du dollar va s'arrêter à 40%. Alors qu'avant, c'était 100%. Bien sûr. Donc vous nous dites, finalement, c'est un tour de passe-passe, et comme ça, sur un vote, on a volé 60% de l'or des Américains. Bien sûr. La Fed, la banque, la Federal Reserve, ce qui est marrant d'ailleurs, ce qu'elle porte dans son nom, hein, la réserve. Hein, c'est quoi une réserve? C'est la réserve des stocks, hein, dans une entreprise, c'est la réserve. Hein. Voilà, c'est marrant. Et donc la Federal Reserve, à la base, c'était la réserve d'or. C'est ça que ça. Quand vous dites la Federal Reserve Bank, c'est en fait l'or qu'elle est supposée contenir. Et en fait, il n'y a pas de. La première chose qu'ils ont faite, en fait, c'est virer la convertibilité 100% en or. C'est absolument extraordinaire. C'est déjà un premier vol du peuple américain. Et ce qui est fascinant, c'est que toute la presse de l'époque américaine, qui est déjà tenue par les banques, hein, grosso modo, voilà, n'en fait pas part, pour la simple bonne raison, c'est que pour les tensions militaires, etc., en Europe, qu'on va voir. Et ensuite, ça a été encore abaissé, donc, mais beaucoup plus tard, là, en 1942, à 25,5%. Oui. Et finalement, ça a été totalement aboli en 1968. Parce qu'on croit toujours que c'est avec la fin des accords de Bretton Woods qu'ils en sont sortis en 71. 15 août. Mais non, ils ont préparé, De Gaulle l'avait vu venir. Mais en fait, c'était en 68. De Gaulle l'avait vu venir. Jacques Rueff, le conseiller de Gaulle, l'avait vu venir. Absolument. Ils ont mis la convertibilité du dollar à zéro 2 ans avant la sortie. Pour financer la guerre du Vietnam avec la monnaie de singe. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est ce que je suis pas le seul. Enfin, c'est surtout De Gaulle qui le disait. Hein. C'est pas avec les fameux accords de Bretton Woods de 71. Mais ils ont déjà violé les accords. 3 ans avant, en fait. Ils ont violé les accords de Bretton Woods sans le dire, sans en informer leurs partenaires. C'est absolument scandaleux. Ce que vous venez de dire, c'est que déjà la Fed commet une immense escroquerie vis-à-vis de ses partenaires économiques et diplomatiques. Hein. Voilà, c'est important, hein, puisque rappelons-le que les accords de Bretton Woods
je le fais très simple, si la France ou l'Espagne a des excédents en dollars, hein, on va dire, je sais pas, 500 millions de dollars, eh bien, ils renvoyaient tous les billets à New York, hein, à la Fed, et la Fed leur renvoyait des lingots d'or en échange sur la base des 35 ou 40 dollars, peu importe, ou les 32 dollars sur lesquels ils s'étaient mis d'accord, hein, je précise, hein, 32 dollars l'once, ou 35 dollars l'once. Et donc vous nous expliquez, donc je vais lire un passage de votre livre, c'est à partir de 1968, en pleine guerre du Vietnam, en raison des dépenses militaires titanesques, la Fed se retrouva coincée, ne pouvant même pas garder une couverture en or de 25,5% de sa masse de dollars en circulation. Elle décida purement et simplement de supprimer son obligation de couvrir la valeur de sa masse de dollars papier émise par des lingots d'or. Donc c'est unilatéral, on consulte personne. C'est fuck you. Ça s'appelle le Gold Reserve Requirement. Ça s'appelle. Non, mais ça s'appelle fuck you. Là, je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est ce que dit la Fed à tous les autres gouverneurs de banques centrales européens, etc. Et du coup, là, vous citez Richard Duncan qui dit « À partir du moment où le dollar n'était plus adossé à l'or, la nature de la monnaie a changé. » Bien sûr. Dans les années qui ont suivi, l'impression de la monnaie papier explosa. Entre 68 et 2010, la Fed a multiplié par 20 le nombre de ces dollars papier en circulation en imprimant 886 milliards de dollars en nouveaux billets de la Fédérale Réserve. Le ratio de monnaie or n'était plus qu'à 1%. Ça veut dire que le dollar, techniquement, ne vaut rien aujourd'hui. Ah non, rien. Encore moins qu'à l'époque, c'est clair. C'est encore moins qu'à l'époque. N'oubliez pas, ce livre montre que toute la politique américaine ne repose que sur une seule chose, une seule volonté. Voler l'or de la France. Voler l'or de l'Espagne et de l'Italie et de la Suisse. Surtout de la Suisse. Surtout de la Suisse. Hein, et de la France. Ce sont les deux pays qui sont dans le collimateur de la CIA. La CIA a un département spécifique pour la finance, hein, à ne pas mélanger avec, vous savez, les films d'espionnage, etc. Voilà, là c'est vraiment de l'espionnage, mais de l'espionnage avec des actions vraiment très très fortes, mais uniquement pour récupérer l'or des pays. Alors effectivement, c'est ce que vous nous dites. En fait, c'était crucial pour les États-Unis finalement, parce qu'eux n'étaient pas les plus gros détenteurs d'or, et on sait que celui qui a l'or peut émettre la monnaie. Bien sûr. C'est ça l'enjeu en fait. Bien sûr. On a grosso modo 2500 ans d'histoire qui repose intégralement sur une monnaie qui était l'or et accessoirement l'argent. Je prends toujours l'exemple de la République de Venise, 6 siècles, 600 ans. Hein. Regardez Venise, la beauté de Venise, la beauté des palais de Venise, regardez toutes les œuvres d'art. Ça c'est le résultat du Standard Or. La Tour Eiffel, c'est le résultat du Standard Or. Tout le boulevard, tout Paris haussmannien, Florence, Rome, Londres sont les résultats. Dans la beauté, c'est le Standard Or. À partir de 71, effectivement, on est rentré dans la planche à billets pure et dure, hein, où c'est juste le dollar qui repose sur les interventions armées des États-Unis, mais pas sur l'or. Et pour faire avaler ça à tout le monde, donc vous nous dites qu'ils ont sponsorisé toutes les universités pour qu'on enseigne du Keynes et du Friedman. Friedman surtout. Du Friedman, qui eux, justement, nous disent qu'on peut se passer d'or. Ouais, évidemment. C'est pas moi qui l'ai montré, c'est Fekete, le professeur Antal Fekete, entre autres, l'a montré, hein, que toutes les universités dans le monde qui enseignent l'économie ont été sponsorisées directement ou indirectement, hein, pour enseigner les théories de Friedman. Hein, en expliquant qu'avec un déficit de 5-3% par an, vous pouvez imprimer de la planche à billets, etc., sans aucun problème. Je trouve ça absolument merveilleux. Moi, je tiens quand même à rappeler qu'en France, on nous parle tout le temps des 30 glorieuses. Qu'est-ce qui se passe quand vous dites glorieuse? Dans glorieuse, il y a or, glore, hein, glorieuse. Les 30 glorieuses, c'est l'or. Hein, c'est la période des Bretton Woods. Les 30 glorieuses se sont arrêtées au moment où les États-Unis ont dit fuck you, hein, justement, à tous les autres pays en disant voilà, y a plus, c'est fini, Bretton Woods, on n'échange plus les dollars contre des lingots d'or. Terminé, allez vous faire voir. Hein, c'est votre problème. Hein, selon la célèbre, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein, et à partir de ce moment-là, on est rentré dans une espèce de folie de licenciement. Je m'en souviens très bien, j'avais 12 ans et je revois encore les unes de François. Hein, je revois toute cette... je vois dans la famille les gens qui se plaignaient de l'augmentation radicale des prix. On est parti dans une espèce d'inflation. Mais à l'époque, rappelez-vous, les salaires des Français étaient indexés à l'inflation. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Ce qui est plus le cas depuis voilà. C'est monsieur Jacques Delors qui a supprimé cet enfoiré. Delors, enfoiré. Quand je pense que dans Delors, il y a de l'or. Non mais c'est vraiment enfoiré de Delors. Du coup, vous dites que l'obsession des États-Unis aujourd'hui, c'est de voler tout simplement tout l'or du monde. Bien Comme sûr. ça, au moins, c'est clair. Non, mais attendez, tout l'or du monde, c'est, soyons très précis. Tout l'or du monde, il est où? Il est en Europe, pour des raisons historiques, ça va de soi. Hein, voilà. Il y a l'or du Vatican, hein, il y a l'or de la France, l'or de l'Espagne, du Portugal, et bien entendu des Suisses, et surtout du Liban. Si vous regardez le classement, j'ai fait un classement très intéressant, hein, qui montre que le Liban sont toujours en tête des possesseurs de nombre de grammes par habitant, et je montre bien que la guerre du Liban, en 1973 ou 14, je ne sais plus, en fait, a été volontairement déclenchée par les Américains pour que, parce que la livre libanaise était convertible en or à l'époque, même après que eux aient stoppé leur conversion du dollar en or, le Liban permettait la conversion. Et ils ont déclenché la fameuse guerre du Liban, ce qui a évidemment mis un terme à la comment dire, à l'hégémonie financière du Liban dans le Moyen-Orient. Bien entendu, il va de soi la convertibilité de l'or. C'est intéressant, chaque fois que un pays peut devenir... j'ai un souvenir très précis. Là, je vous donne une confidence qui n'est pas dans le livre. Au quotidien de Paris, où j'ai passé 15 ans ou 17 ans, nous avions un journaliste qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Marc Alflech, qui était le compagnon d'une écrivain français, qui s'appelait Geneviève Dorman. Jean-Marc Alflech est un spécialiste de l'Afrique du Sud. Jean-Marc Alflech a régulièrement publié des articles montrant que la CIA manipulait totalement l'Afrique du Sud, et en particulier se battait pour que les Blancs gardent leur pouvoir en Afrique du Sud, parce que ça leur permettait de contrôler l'or et empêcher l'Afrique du Sud d'avoir une monnaie stable, et en conséquence de quoi, d'empêcher les gens de placer leur argent en Afrique du Sud, où ça aurait pu être convertible, parce que les mines d'or en Afrique du Sud, c'est quand même bien connu. Alors effectivement, oui, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées par les États-Unis. Il y a tout simplement les guerres de pillage direct, comme vous avez évoqué par exemple le Liban, mais on pourrait citer aussi le Chili. Le Chili. La première chose qui s'est passée quand Allende est tombé, les mecs ils ont foncé directement, ils ont foncé à la Banque centrale du Chili. Allez, tout l'or a disparu. Et qui a été mis justement, c'est pas moi qui le montre, justement, c'est Naomi Klein. C'est Naomi Klein, elle le montre très bien dans la stratégie du choc. Qui a été placé là-bas immédiatement? C'est Friedman. Friedman, cet ordure, cet enfoiré, qui a testé au Chili, sur les Chiliens, et ensuite, bien entendu, sur les Argentins, sa théorie bidon, qui permet de travailler avec un dollar qui ne repose sur rien. La faillite de l'Argentine de 2001, ne l'oubliez jamais. La faillite de l'Argentine 2001, dont on n'a absolument pas parlé en France. Absolument pas. Je revois encore les journaux, TF1, France 2, etc. Rien. Nada. C'est exactement ce qui nous attend. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, le peso argentin était payé, enfin c'est le terme financier, pardonnez-moi, adossé au dollar. Et bien entendu, ça ne pouvait pas continuer. Et donc les Américains ont volé toutes les richesses des Argentins, et quand ils n'avaient plus rien à voler, ils se sont barrés, et 2 jours plus tard, les Argentins ont appris que toutes les banques étaient fermées, et les distributeurs fermés. Voilà.